Bonjour à tous, bienvenue, bon réveil, c'est Télématin, il est 6h30, nous sommes ravis de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour 3 heures d'émission en direct, c'est toujours un vrai plaisir. On vous souhaite la bienvenue, prenez un petit café, nous on démarre tout de suite avec l'actualité. Voici le premier journal présenté par Estelle Collin. Bonjour Estelle. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Décalage horaire oblige, de nombreuses épreuves olympiques ont lieu la nuit à Rio. La délégation tricolore compte désormais 29 médailles, dont 7 en or. Retour sur les temps forts avec Pauline Pidou. De la détermination plein le regard. Le Français Sofiane Oumia affronte le Brésilien Robson Conceição en finale des moins de 60 kilos. Dominé par le favori du public, le boxeur tricolore décroche la médaille d'argent. Et la série de médailles ne s'arrêtera pas là en boxe. Sarah Ourahmoune se qualifie en demi-finale des moins de 51 kilos. Elle s'assure au minimum la 3e marche du podium. Du bronze au bout des jambes. Le tricolore Dimitri Bascou bondit jusqu'à la 3e place en finale du 110 mètres haies, juste devant son compatriote Pascal Martino-Lagarde. Un tir qui aurait pu être fatal, stoppé par le poteau. Les handballeuses françaises tiennent bon face aux Espagnols en quart de finale et renversent la situation pendant les prolongations. Victoire 27-26. Qualification en demi aussi pour les basketteuses. Les Bleus ont battu le Canada 68-63 et donnent rendez-vous aux États-Unis pour le prochain match. Renaud Lavillenie accuse le coup. Après ses critiques contre le public brésilien, le perchiste est accueilli par des huées sur le podium. Blessé, il ne retient pas ses larmes pendant l'hymne brésilien. Des Jeux Olympiques à suivre en direct sur France Télévisions à partir de 13h. Retour en France après un nouveau conseil de défense ce matin. François Hollande s'envolera pour Rome. Le chef de l'État sera reçu en audience privée cet après-midi par le pape François. Le contexte des attentats en France et notamment l'assassinat du père Jacques Hamel devrait dominer cette entrevue. Claire Coq. Attaquer une église, tuer un prêtre, c'est profaner la République qui garantit la liberté de conscience. Quelques jours après avoir prononcé ces mots très forts, François Hollande assiste à une messe d'hommage à Notre-Dame de Paris, avec à ses côtés le Premier ministre et d'anciens présidents de la République. Une image qui a valeur de symbole pour ce président qui se dit athée, très attaché à la laïcité. 3 semaines après l'assassinat du père Hamel, il multiplie les gestes à l'adresse des catholiques de France et a souhaité rencontrer le pape qui le recevra aujourd'hui en audience privée. François Hollande dit avoir été frappé par la capacité des responsables religieux à trouver des mots pour rassembler au-delà des catholiques. L'annonce de ce déplacement au Vatican, une visite très politique, est intervenue alors que les catholiques célébraient lundi l'Assomption et priaient pour la France. Un sujet de Claire Kutsch. Il a dit oui, Benoît Hamon se lance dans la course à la présidentielle de 2017. La primaire de gauche doit avoir lieu en janvier prochain. L'ancien ministre souhaite proposer une alternative, la création d'une nouvelle République. La 5e République est une machine à trahir, selon le député des Yvelines. Et puis en pleine polémique autour du burkini, Manuel Valls dit comprendre et soutenir les maires ayant pris des arrêtés pour l'interdire. À noter également que le Conseil d'État va devoir se prononcer sur le cas de Cannes après un recours déposé par le Conseil contre l'islamophobie. Marine Candel. Un vêtement de baignade au cœur des polémiques. Le burkini, ce maillot couvrant l'intégralité du corps sauf les mains, les pieds et le visage, n'est pas concerné par la loi interdisant le voile intégral dans les lieux publics. Craignant un trouble sécuritaire, les villes de Cannes, Villeneuve-Loubet, Cisco et depuis hier Le Touquet et Le Cat l'ont interdit sur leur plage. Dans un interview à la Provence, Manuel Valls dit qu'il comprend et soutient les maires l'ayant interdit, mais refuse de légiférer. Face à la multiplication des arrêtés municipaux, des associations dénoncent ce qu'elles appellent un emballement dangereux. C'est catastrophique, mais malheureusement c'est symptomatique du temps politique dans lequel on est en train d'évoluer, avec des polémiques qui se succèdent une semaine après l'autre. À Cannes, 4 femmes ont été verbalisées, une amende de 38 €. L'arrêté y est pour le moment effectif jusqu'à fin août. C'est la fin de cette édition, c'est à vous Isabelle, à tout à l'heure. Merci beaucoup Estelle, à tout à l'heure. Tout de suite, le premier point météo de Nathalie Riouet qui nous avait annoncé une petite dégradation. Bonjour Nathalie, est-ce que vous confirmez ?
Oui, je confirme cette dégradation sur l'ouest, mais pour l'instant, le temps est encore très ensoleillé. Il fera même plus chaud aujourd'hui sur la moitié nord de la France. Voici un aperçu des températures actuelles. Elles varient entre 13 et 21 degrés. Vous voyez, cette série de 21 degrés de la Garonne jusqu'au pourtour méditerranéen, c'est déjà très doux, 19 à Paris. Alors pour le ciel, c'est encore bien dégagé actuellement sur bon nombre de régions. On a simplement quelques nuages. Attention sur le sud de l'Alsace, également dans le sud-ouest. Et ces orages vont se transformer en orages, seront porteurs d'orages cet après-midi, tout simplement parce qu'on a une nouvelle perturbation qui arrive par la Bretagne dans l'après-midi. Donc à l'avant, on a ces remontées orageuses qui vont se produire, notamment du Massif central jusqu'aux Bouches-du-Rhône, aussi du Jura jusqu'aux Alpes et l'extrême sud-est, et puis sur l'est pyrénéen. Ailleurs, ce sera encore du soleil. On en profite sur l'ensemble de la moitié nord. Regardez, c'est pas mal du tout, avec des températures qui grimpent encore justement entre l'Île-de-France et le centre, entre 30 et 33 degrés attendus cet après-midi, alors que ça baisse à l'ouest et dans le sud-ouest, là où nous allons avoir ces nuages et ce début de dégradation orageuse. On va perdre jusqu'à 7 degrés dans certaines régions de l'ouest, Isabelle. À l'arrière des orages. Eh oui, oui. Comme d'hab. Bon, écoutez, merci beaucoup. Comme on dit, nous ferons avec. Et puis, on se retrouve un peu avant 7h pour un nouveau bulletin. Merci, Nathalie. Voici le sommaire pour aller jusqu'à 7h, justement. Nous retrouvons évidemment Arnaud Ursule pour faire le point sur les dernières actualités en provenance de Rio. Il s'agit évidemment des Jeux Olympiques. Puis, dans sa série de la semaine « Merci, docteur », Richard Zarzavadjian vous racontera une nouvelle histoire, encore une belle histoire, qui concerne ce jeune homme que vous apercevez, qui s'appelle Stéphane et qui a subi des grèves très rares qui lui ont sauvé la vie. Mais tout d'abord, nous allons parler mode avec Sophie Braffman. Et Sophie revient ce matin sur un art qu'on peut qualifier de millénaire, qui accompagne, qui est devenu incontournable de la haute couture. Bonjour Sophie. Bonjour. Tous les brodeurs, graveurs qui sont là pour sublimer les collections ont aujourd'hui attiré votre attention. Exactement. Et alors, j'ai eu la grande chance que la maison Chanel m'ouvre ses portes. Alors, figurez-vous, ils ont des ateliers à Pantin, donc desquels font partie les maisons d'art Le Sage et Le Marié. Et alors là, Isabelle, c'est vraiment un temple de la confection. C'est féerique. C'est féerique. Alors, pour une femme, en plus, c'est d'autant plus féerique. Mais surtout, on découvre des métiers et on voit à quel point des jeunes femmes, aujourd'hui, ont une passion et un engouement pour cet artisanat d'art et ces métiers de la confection. J'ai découvert des métiers aussi comme fleuristes artificielles. Elles sont très peu nombreuses aujourd'hui en France. Elles font un travail absolument incroyable. C'est très créatif, c'est vraiment de la recherche, c'est des heures de travail pour une robe haute couture. C'est somptueux. C'est somptueux. Alors on va être autour de entre 200, 300. Le directeur artistique de la Maison Le Sage me disait en s'amusant, on commence à compter à partir de 300. Vous voyez donc vraiment 300 heures de travail pour une seule robe haute couture. Oui, c'est ça la haute couture. Mais alors ce sont des modèles absolument exceptionnels. Donc il y a ces ateliers se sont ouverts à Pantin récemment et du coup nous avons eu la chance avec les caméras de Télématin d'aller les rencontrer. C'est somptueux. Regardez. Été 2015, Grand Palais, défilé haute couture hiver de la Maison Chanel. Brodeuses, couturières, toutes les petites mains et grandes confectionneuses étaient cette fois sur le podium. Plongée une semaine avant, au cœur des maisons d'art Le Sage et Le Marié, une pépinière créative où l'impossible n'existe pas. Impossible n'est pas chez Le Sage. Plus le rêve est fou, plus c'est excitant. Si on devait faire des choses banales, très franchement, je pense qu'on ne ferait pas partie de ce métier. Parce que c'est le challenge qui nous anime, l'envie du beau, si. Peut-être que c'est un mot qui aujourd'hui n'a plus beaucoup de sens, mais le beau, c'est quand même super. Et ça nous aide à vivre ici. Si la broderie existe encore aujourd'hui, c'est parce que ça n'a jamais été un métier poussiéreux. La broderie s'est toujours renouvelée, a toujours voulu calquer avec l'actualité. Aujourd'hui, nous avons des défis technologiques qui nous sont proposés, qui sont absolument majeurs, en tout cas concernant l'esthétique, et nous ne pouvons pas être indifférents à ça. Donc les jeunes générations, certes avec leur œil créatif, mais aussi parce qu'elles sont empreintes de toutes ces nouvelles technologies, apportent une nouvelle vision à la broderie qui est celle d'aujourd'hui et certainement celle de demain. Avec toutes ces jeunes, je puis vous dire que c'est extrêmement enthousiasmant. La création est différente lorsque l'on a 20 ans que lorsqu'on a 50 ans. Elle n'est pas inexistante, elle est justement différente. Et ça, c'est un point crucial dans la mode, être différent. À tel point différent qu'ici, l'important n'est pas de trouver, mais de chercher.
C'est vraiment un savoir-faire, ça c'est sûr. Peut-être c'est mieux de ne pas savoir comment quelque chose est fait pour chercher, pour faire des erreurs et comme ça, c'est possible de trouver quelque chose qui n'était jamais fait avant. Je réalise des fleurs artificielles de toutes sortes avec différents matériaux, que ce soit de l'acétate, du rhodoïde, du cuir, voilà, avec les techniques de fleuristes artificiels. Notre travail, c'est surtout de l'ornement textile en fait, c'est-à-dire qu'on travaille sur des bases de vêtements. Ça commence par l'échantillonnage. Si l'échantillon est sélectionné, Karl dessine tout ce qu'il veut avec, une robe ou un bas de manteau, un col. Et nous, notre travail, c'est ensuite mettre sur modèle l'échantillon qu'on a pu réaliser auparavant. Patience et passion. Si on n'a pas la passion pour ce métier, c'est pas la peine de le faire. Patience, passion et précision animent ces petites mains et grands talents de la couture française. Alors, combien de temps pour créer un tel bijou ? Ça se compte en centaines d'heures. Il y a des robes qui peuvent aller jusqu'à 300 heures. Genre une petite fleur, ça peut prendre 45 minutes, juste pour la fabriquer. Il n'y a pas de règle. À 300 heures, on peut commencer à réfléchir pour une robe. Pour une robe ? Dans ce bastion du temps suspendu, le savoir-faire s'acquiert au bout de nombreuses années. Le savoir-faire, il s'acquiert au bout de beaucoup d'années, au moins une dizaine d'années. Et ça doit rester comme ça pour apprendre ce genre de métier. C'est un nom, Chanel. C'est un nom qui impressionne. Tous les jours, je me dis que j'ai de la chance d'être là, de faire ce métier. On voit des choses magnifiques tout le temps. Et c'est agréable de travailler dans le beau. Oui, avec le grand Karl. Bon, c'est une très bonne idée de mettre à l'honneur tous ces sublimes métiers d'art. C'est un vrai savoir-faire français. Exactement. Et je crois que le défilé aussi les a concernés. Alors, tout à fait, Isabelle, le défilé les a concernés. Et alors là, on avait le défilé haute couture de la Maison Chanel, donc qui s'est tenu au Grand Palais le 5 juillet dernier. Et Karl Lagerfeld a eu cette excellente idée, effectivement, de mettre à l'honneur les premières d'atelier, les couturières. Et on les voyait au milieu des mannequins qui défilaient. Ça donne envie. Enfin, on les voit travailler, c'est magnifique. C'est des heures de travail, beaucoup de passion. Et toute la jeune génération, aujourd'hui, on a vu ces filles avec des tatouages un peu rock, etc., qui sont là, qui sont brodeuses, plumassières, qui se travaillent dans la confection ou alors fleuristes artificielles. Et on voit à quel point elles sont passionnées. C'est de l'artisanat d'art, c'est en France, c'est très beau. C'est magnifique et ça se transmet. Et merci à vous pour ce très très beau sujet. Tout de suite, l'actualité sportive. Mais oui, les Jeux Olympiques. Mais oui, Rio. Mais oui, Bonjour Arnaud, comment allez-vous? On en a encore pris plein les mirettes, si j'ose dire. Oui. Et évidemment, vous allez nous commenter tout ça. Oui, on a pris pas mal de médailles aussi. 5 médailles pour la seule journée d'hier. On peut dire que c'est une bonne journée, Isabelle. On va commencer avec la récompense la plus récente. Il était 3h50 du matin, regardez, à Paris. 5 heures de moins à Rio. Dimitri Bascou, le Français, décrochait le bronze dans l'épreuve du 110 mètres haies, la 29e médaille de l'équipe de France. La course a été remportée par le Jamaïcain en jaune au centre de l'écran, Omar McLeod, qui a 22 ans, il est tout jeune. Victoire en 13 secondes 04. Orlando Ortega, l'Espagnol, est deuxième. Le Français Bascou est donc troisième. L'autre Français, Pascal Martino Lagarde, échoue au pied du podium. Et ceux qui ont veillé tard cette nuit ont également vu la remise de médaille pour Mélina Robert-Michon. Savoir que plus tôt dans la journée, dans l'épreuve du disque, elle a remporté l'argent, un jet à 66,73 m. Elle bat son propre record de France et c'est la première médaille olympique de sa longue carrière. Elle a 37 ans, Mélina Robert-Michon. Bravo à elle. Plaisir, ça. Lui participe à ses premiers Jeux et il risque de s'en souvenir. L'argent aussi pour Sofiane Oumia. Le Toulousain de 21 ans en bleu s'est incliné en finale des moins de 60 kg. Défaite contre l'enfant du pays, le Brésilien Robson Conceição. Sur décision des juges, Sofiane Oumia sort la tête haute. Bravo à lui. Et puis, on en parlait en début de semaine, Mathieu Boderlich, le puncher d'Hénin Beaumont, a pris le bronze en moins de 81 kg. Il n'a pas trouvé la faille face au Cubain Julio César de la Cruz, qui maîtrise parfaitement l'art de l'esquive. Défaite, là encore, sur décision des juges. Et puis lui aussi décroche une médaille à la force des bras. Le bronze pour Marc-Antoine Olivier dans l'épreuve du 10 km en eau libre. Près de 2 heures d'effort à la fin, vous voyez, ça se joue à rien. Le nageur français finit troisième donc. Le vainqueur est néerlandais. Il s'appelle Ferry Wertmann, épreuve ô combien éprouvante. Oui, certes. Et puis ça compense un peu une victoire des hommes par rapport à ce qu'on a connu sur les femmes sur le 10 km. Ça compense, ça fait plaisir, ça fait du bien. Merci.
On poursuit ? Oui, avec un match de toute beauté. On parle de handball féminin, les Françaises face aux Espagnols et l'équipe de France qui se qualifie au bout du suspense. On regarde un match renversant. Ça a commencé comme ça pour les Bleus et ça s'est terminé comme ça. Alors que s'est-il passé entre ces deux images ? Eh bien les Bleus ont remonté un retard de 7 buts. Voici l'égalisation en toute fin du temps réglementaire. Et les Françaises vont ensuite faire la course en tête en prolongation. Alison Pinault, à l'image, y inscrit 2 buts. Cette action, comment on appelle ça, Isabelle ? Avec une passe lobée. On appelle ça un kung-fu en handball. Ah, bah merci, voilà, tiens. Dernière chance d'égaliser pour les joueuses espagnoles, avec un tir qui termine sur le poteau. Score final 27-26, les Bleus en demi. Une première pour le hand féminin français. Ce sera contre les Pays-Bas. C'est très très dur pour l'entraîneur espagnol qui a du mal à s'en remettre. Du suspense aussi sur les parquets. Le match s'est terminé il y a 1 heure. Les joueuses françaises en blanc affrontaient le Canada. Fin de match ultra serré. Les Françaises vont inscrire un panier décisif alors qu'il restait 40 secondes à jouer. Panier de Gaëlle Scrella qui assure la victoire pour l'équipe de France. Victoire 68-63. Elles sont en demi-finale, celles qu'on surnomme les braqueuses. Ce ne sera pas simple du tout face aux Américaines quintuples championnes olympiques. Ah oui. Ah oui, quand même. Il y a un vrai défi, là. Un gros morceau. Comment vous avez dit ? Du kung-fu ? Un kung-fu. Très bien, merci. On appelle ça un kung-fu. Vous notez, hein ? Important. On poursuit ? Ah, mais volontiers. Avec le retour du roi Bolt dans le stade olympique, on regarde le Jamaïcain qui courait hier sur le demi-tour de piste. C'était les séries du 200 mètres. Ça s'est bien passé pour le Jamaïcain qui, sans forcer, va s'imposer lors de sa série. On sait qu'il vise un incroyable triplé à nouveau, 100 mètres, 200 mètres et relais 4 x 100. On le voit, son temps 20 secondes 29. Un Français s'est qualifié, Christophe Lemaitre, qui a terminé 2e de sa série. Les demi-finales, ce sera aux alentours de 3h du matin cette nuit. Il faudra mettre son réveil, Isabelle. Et puis, en gymnastique, elle a une nouvelle fois fait tourner la tête des juges. L'américaine Simone Biles a remporté l'or hier en finale du sol. Il s'agit de son 4e titre ici à Rio. 4 titres au cours des mêmes Jeux pour une gymnaste. Elle égale un vieux record. Elle est étonnante. C'est une extraterrestre. Un peu moins gracieux, Isabelle, dans l'épreuve du plongeon. Le Russe Ilya Zakharov, pour qui les Jeux Olympiques tombent à plat. Aïe. Ah oui. Ça arrive même aux meilleurs. Oui, bien sûr. Ça fait mal. Aïe. Oui. Un peu moins gracieux, je le dis. Ah oui, c'est exactement ça. Vous terminez là-dessus ? Oui, je termine là-dessus. Ok, comme on dit, ça c'est fait. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Arnaud. Nous allons parler santé maintenant avec Richard Zarzavadjian qui poursuit sa série. Merci, docteur. Richard qui nous amène du positif toute la semaine. Bonjour. Bonjour avec Isabelle. De belles histoires, oui. De vraies réussites médicales et un grand merci docteur pour l'ensemble du corps médical. Quelle est l'histoire du jour ? Alors l'histoire est incroyable. Écoutez, c'est un jeune homme qui a 30 ans aujourd'hui, Stéphane, qui a été greffé, écoutez-moi bien, de 5 organes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a greffé d'une certaine façon tout son ventre. Foie, estomac, duodénum, pancréas, intestin grêle. Il souffrait d'une maladie, on peut appeler ça une myopathie digestive. C'est-à-dire que son intestin, son ventre, son fonctionnement ne marchait plus du tout. Et la seule solution, c'était la greffe. Alors, vous imaginez... Oui, c'est quelque chose... exceptionnel. C'est exceptionnel. Et justement... De la même personne, non ? Oui, ça a été un monobloc, c'est-à-dire qu'on a greffé, on peut dire qu'on a greffé un ventre. On a greffé un ventre total. Provenant d'une seule bien personne. sûr, d'un donneur, et c'est ça qui est formidable. Et il a profité pour remercier aussi ce donneur. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il y a une équipe experte qui a pu justement faire ce geste, et c'est ça qui était formidable, c'est ça qui est incroyable. Et d'une certaine façon, la greffe nous offre des histoires parfois étonnante. Moi, je vous propose d'écouter à la fois Stéphane, qui est un jeune qui revit désormais, mais aussi son médecin qui l'a suivi depuis qu'il est petit, et toute l'équipe médicale. C'est à l'hôpital Beaujon à Clichy. On écoute. Stéphane, 30 ans, est un miraculé. Il y a près de 4 ans, il a subi une greffe très rare en France de 5 organes.
foie, estomac, pancréas, duodénum, intestin grêle. Depuis sa naissance à l'île de la Réunion, il souffrait d'une myopathie digestive grave. Il ne pouvait pas se nourrir normalement et était obligé de s'alimenter par perfusion, comme nous l'explique le médecin qui le suit depuis 10 ans. La pathologie de base était l'incapacité de ses muscles à se contracter, muscles digestifs de se contracter pour permettre le brassage et la transmission des nutriments. Je suis arrivé à un stade où il n'y avait plus rien à faire. Et même les médecins ne savaient pas si j'allais survivre ou pas. Et grâce à cette greffe que j'ai eue au dernier moment, ça m'a sauvé la vie. L'opération a duré 12 heures. Les 5 organes, prélevés chez un donneur décédé parfaitement compatible, ont été transplantés dans la cavité abdominale de Stéphane. Un succès pour toute une équipe chirurgicale et médicale. On a enlevé l'ensemble de son appareil digestif avec un fonctionnement vraiment à tout niveau qui est absolument parfait. Toutes les fonctions, que ce soit la synthèse des nutriments et des métaboliques par le foie, la sécrétion, l'absorption, la motricité, l'appétit, les hormones, a été complètement remplacé, restitué, comme si c'était son appareil digestif. Je crois qu'il se l'est approprié. Ce matin, Stéphane, qui prend un traitement anti-rejet tous les jours, veut non seulement rendre hommage à son donneur, mais aussi à toute l'équipe de l'hôpital. Je voulais te remercier, toi et toute l'équipe, de m'avoir donné une deuxième chance, je dirais. Sans vous, je ne serais pas là. Donc, voilà. À travers tes remerciements que tu m'adresses, c'est vraiment à toutes les équipes de l'hôpital qui sont mobilisées avec un objectif qui était Stéphane. Ça va, t'es en forme? Ouais. Tu manges bien, là? Oui. Tu profites bien? Il paraît que tu cuisines? Ouais. Je vais essayer de préparer une spécialité réunionnaise après. C'est vrai? Ouais. Ça, c'est une façon de nous remercier avec panache. C'est extrêmement émouvant, on Oui, s'imagine, perfusion à vie. C'est une vraie vie qui démarre C'est finalement. une nouvelle vie, une renaissance, Oui. et c'est ça qui est formidable. Et d'une certaine façon, Stéphane aujourd'hui est un jeune comme tous les autres, si ce n'est qu'il Il vit normalement. Il vit normalement, il a des projets, c'est quelqu'un qui veut avancer. Il a un traitement effectivement anti-rejet parce qu'il y a eu une greffe, une transplantation, mais il revit, il repart dans la vie, et c'est ça qui est formidable. Il faut rendre hommage aussi aux donneurs, à la famille du donneur, parce que c'est grâce à ça que la greffe marche, parce qu'il y a eu un donneur. Et encore une fois, ce qu'a fait l'hôpital Beaujon et ce service de gastro-entérologie avec les chirurgiens, les infirmières, les médecins, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est-à-dire c'est tout un ventre. Oui. On a greffé un ventre et on lui a redonné la vie, on lui a redonné une renaissance et des projets. C'est ça qui est formidable. Voilà, c'est une très belle histoire. Vraiment... qui s'inscrit parfaitement dans cette notion de merci docteur, merci à toute l'équipe, merci d'avoir pu repartir dans la vie. Et merci à vous, Richard, pour nous l'avoir si bien raconté. Tout de suite, un peu de pub quand même. Quand tu te lèves et que tu prends ton petit déjeuner, qu'est-ce que tu fais? Moi, je regarde toujours Télématin. Ouh, ben dis donc. Mes patients disent « j'en peux plus de cette sensibilité dentaire, ça me gêne dans ma vie de tous les jours. Est-ce qu'il existe une solution ?» Je leur recommande le dentifrice Sensodyne qui va soulager la sensibilité dentaire. C'est une action qui est cliniquement prouvée. Quand les patients reviennent, ils me disent « c'est génial votre dentifrice mais c'est magique ». Non, c'est pas magique, c'est scientifique. Essayez le bain de bouche Sensodyne pour une protection prolongée contre la sensibilité dentaire. Là. Lab. La Lab. Transformez les photos de votre portable en tirage poster, album, carte postale. La Lab. Application à télécharger gratuitement. Quand votre environnement quotidien rend vos yeux secs, essayez le spray Optonactimist. Contrairement aux gouttes, il s'applique sur les paupières fermées et recouvre la surface de l'œil lorsque vous clignez. Il répare son film hydratant protecteur pour que votre gêne soit vite oubliée. Optonactimist soulage vos yeux en un clin d'œil. Dispositif médical disponible en pharmacie.
Perforateur Burineur Parkside, un puissant allié pour tous vos gros travaux. Perforateur Burineur, 49,99 €. Dès jeudi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, élu pour la 4e fois meilleure chaîne de magasins de l'année. Constipation occasionnelle, Dulcolax. Il agit la nuit pour un soulagement dès le lendemain matin. Le soir, Dulcolax, le matin, relax. Et pour un soulagement en moins de 30 minutes, Dulcolax suppositoire. Médicament réservé à l'adulte en complément d'une alimentation équilibrée et d'une bonne hygiène de vie. En ce moment, ne ratez pas le forfait 4G 20 Go avec appel et musique illimité à 18,99 € par mois sans engagement. Mais si, il doit forcément y avoir un truc. Et non, profitez dès maintenant du forfait 4G 20 Go à 18,99 €. Ah, je sais, il faut déjà être client chez vous. Tout le monde est déjà client à la Poste. Ah oui. La Poste mobile. Votre peau est si sèche que vous la cachez? Découvrez le nouveau Dove Soin et Huile sur Gras aux microbilles d'huile d'argan et aux huiles relipidantes. Il nourrit intensément et protège votre peau du dessèchement pour que vous soyez heureuse de la montrer. Nouveau Dove Soin et Huile sur Gras. Découvrez toute l'expertise Dove sur Gras pour les peaux sèches, ternes et agressées. C'est lorsque le contenu acide de votre estomac remonte dans l'œsophage que vous souffrez de brûlure d'estomac. Découvrez le nouveau Gaviscon Pro. Sa formule unique à 1000 mg d'alginate forme une barrière protectrice qui empêche le contenu acide de remonter et soulage ainsi les brûlures d'estomac. Pour un soulagement durable des brûlures d'estomac, Gaviscon Pro. Médicament pas avant 12 ans. En août, la Polo All-Star suréquipée est à partir de 150 € par mois avec 3 ans d'entretien et de garantie inclus. Volkswagen. En toute saison, retrouvez la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Et c'est l'heure du bulletin météo pour ce mercredi 17 août. Nathalie Riouet, hier, nous a annoncé une dégradation pour aujourd'hui. Donc, question, d'abord, un bonjour Nathalie. 2, est-ce que vous confirmez? Alors, 1, bonjour. Et 2, je vous confirme qu'effectivement, la dégradation va se profiler par l'ouest. Mais en attendant, on va encore profiter de cette très belle journée avec des températures qui continuent à grimper sur l'ensemble de la moitié nord. Et actuellement, elles sont comprises entre 12 et 21 degrés. Une série de 21 degrés autour de la Méditerranée, le long de la Garonne et du côté du Pays Basque. 12 petits degrés en revanche à Alençon. Alors en ce qui concerne le ciel pour aujourd'hui, actuellement c'est clair, excepté sur le sud de l'Alsace, également dans le sud-ouest, on a vraiment un apport nuageux un peu plus abondant qui déborde d'ailleurs entre le Bordelais et le Roussillon et le Languedoc. Et cet après-midi, eh bien, avec l'arrivée de cette perturbation par l'ouest, eh bien, les orages vont se manifester sur l'est pyrénéen, également sur le Massif central jusqu'aux Bouches-du-Rhône et sur le Jura, les Alpes, jusqu'à l'extrême sud-est. Voilà pour ces zones où nous aurons des orages cet après-midi, des orages localement forts. Partout ailleurs, ce sera encore le calme, le soleil, avec des températures, vous le voyez, qui commencent vraiment à grimper sur l'ensemble de la moitié nord, qui continue de grimper, puisqu'on va gagner 1-2 degrés par rapport à hier, 33 degrés, entre 30 et 33 degrés entre l'Île-de-France et le centre, c'est là qu'il fera le plus chaud. En revanche, avec l'arrivée de ces orages et de ces nuages par l'ouest, eh bien, les températures seront en très nette baisse. On va perdre 7-8 degrés par rapport à hier sur ces régions de l'ouest. Alors pour la suite, la dégradation va se confirmer. Alors demain jeudi, les orages vont se décaler vers le nord-est et vers les Alpes du Nord. À l'arrière, nous aurons de l'instabilité sous forme d'averses. Retour au calme à l'ouest avec de très larges éclaircies. Sur l'extrême sud-est, la côte méditerranéenne, on va résister à l'assaut de ces orages et de ces nuages avec un ciel qui restera bien dégagé. Température encore relativement douce, mais vraiment en baisse. Et puis pour vendredi, eh bien, une nouvelle perturbation va arriver par le nord-ouest. Mais à l'avant, ce sera encore bien dégagé sur toutes ces régions de l'est jusqu'au sud de la France. Hausse des températures et puis samedi, eh bien, on va retrouver cette zone orageuse, une nouvelle zone orageuse, plus marquée encore du Massif central jusqu'aux Alpes et jusqu'au Jura. Et à tout à l'heure. C'était la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Bienvenue à vous si vous venez de vous réveiller, si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes le 17 août, c'est un mercredi, il est 7h. Voici le journal présenté par Christophe Gascard. Bonjour Christophe. Bonjour Isabelle.
Bonjour à tous. On commence ce journal avec les Jeux Olympiques de Rio. Nouvelle médaille pour la boxe française, mais aussi pour l'athlétisme. Qualification pour les femmes en basket et handball. Le résumé de la nuit avec Pauline Pidou. De la détermination plein le regard. Le Français Sofiane Oumia affronte le Brésilien Robson Conceição en finale des moins de 60 kg. Dominé par le favori du public, le boxeur tricolore décroche la médaille d'argent. Et la série de médailles ne s'arrêtera pas là en boxe. Sarah Ouramoun se qualifie en demi-finale des moins de 51 kg. Elle s'assure au minimum la 3e marche du podium. Du bronze au bout des jambes. En finale du 110 mètres haies, le tricolore Dimitri Bascou bondit jusqu'à la 3e place. Les handballeuses françaises renversent la situation en prolongation. Elles se qualifient en demi-finale, une première pour l'équipe française aux Jeux Olympiques. Qualification pour les demi, aussi pour les basketteuses. Les Bleus ont battu le Canada 68-63 et donnent rendez-vous aux États-Unis pour le prochain match. Renaud Lavillenie accuse le coup. Après ses critiques contre le public brésilien, le perchiste est accueilli par des huées sur le podium. Blessé, il ne retient pas ses larmes pendant l'hymne brésilien. Et le compteur des médailles continue de grimper à Rio. La France est 8e au classement avec 7 médailles d'or sur la première marche du podium. Les États-Unis toujours avec 84 médailles, dont 28 en or, suivis par la Grande-Bretagne et la Chine. Il y aura d'autres compétitions à suivre toute la journée sur France Télévisions, de l'équitation, du football, de l'athlétisme. Tout le détail et du programme avec Manuel Tissier. Et il y aura encore un France-Espagne aujourd'hui. À 19h30, Tony Parker et les basketteurs français affrontent leur meilleur ennemi en quart de finale du tournoi olympique. Les experts du hand, eux, vont faire face au Brésil pour gagner leur place en demi-finale. Ambiance garantie et surchauffée. Du côté de la piste d'athlétisme, au 12e jour des Jeux, il y aura aussi des sensations fortes avec la finale du 3000 mètres steeple. 2 Français sont engagés, Yohan Koval et Mayedine Mekissi, face aux Kenyans. Et puis la boxe française attend toujours un titre depuis Sydney 2000 et Brahim Asloum. Ils ont une chance, peut-être, en boxe féminine. Il faudra que Estelle Mosley poursuive sa route dans la catégorie des moins de 60 kg. Elle est déjà assurée d'une médaille de bronze. Retour en France avec un agenda chargé pour François Hollande. Le président de la République présidera un conseil de défense. Il s'envolera ensuite pour Rome où il rencontrera cet après-midi le pape François. Une audience privée quelques semaines après les attentats qui ont touché la France. Ce n'est pas la première rencontre du chef de l'État avec le souverain pontife. Georges Le Drec. François Hollande au Vatican. Sa dernière visite remonte à janvier 2014. L'ambiance est tendue. La loi sur le mariage gay fait descendre des milliers de catholiques dans la rue. 10 jours plus tôt, devant la presse, le président de la République évoquait alors une simple rencontre entre chefs d'État. Je trouve qu'il y a un nouveau pape, le pape François, et qu'il peut être utile sur plusieurs sujets. Un an plus tard, les relations vont soudainement buter sur le choix du nouvel ambassadeur. Laurent Stefanini est catholique et homosexuel. Soutenu par l'Élysée, il est décrié au Quai d'Orsay. Le Vatican refuse alors de prendre parti. Sa nomination restera sans réponse pendant plus d'1 an. En juin 2016, Philippe Zeller est nommé. La connexion diplomatique est rétablie. Après l'assassinat du père Hamel, François Hollande appelle directement le pape François avec la volonté de resserrer les liens. Benoît Hamon a officialisé hier soir sur France 2 sa candidature à la primaire du Parti socialiste. L'annonce de l'ancien ministre de l'Éducation nationale était attendue, toujours très critique à l'égard de l'actuel chef de l'État. Son rival Arnaud Montebourg, lui aussi frondeur, devrait annoncer sa candidature dans les jours qui viennent. La polémique sur le burkini ne faiblit pas alors qu'une poignée de communes a décidé d'interdire cette tenue de plage. Le Premier ministre s'est exprimé dans un entretien à la Provence. Il dit comprendre et soutenir les maires, mais il refuse de légiférer. Marine Grandel. Un vêtement de baignade au cœur des polémiques. Craignant un trouble à l'ordre public et invoquant le respect de la laïcité, les maires de Cannes, Villeneuve-Loubet, Cisco et depuis hier Le Touquet et Le Cat ont interdit le burkini sur leur plage. Je voudrais que l'on cesse de vouloir se singulariser
pour se mettre dans une sorte d'apartheid d'abord vestimentaire et en dehors de la communauté de la République. Dans un interview à la Provence, Manuel Valls dit qu'il comprend et soutient les maires l'ayant interdit, mais refuse de légiférer. Face à la multiplication des arrêtés municipaux, des associations dénoncent ce qu'elles appellent un emballement dangereux. Elles redoutent une nouvelle stigmatisation autour d'une pratique minoritaire. C'est catastrophique, mais malheureusement c'est symptomatique du temps politique dans lequel on est en train d'évoluer, avec des polémiques qui se succèdent une semaine après l'autre. À Cannes, 4 femmes ont été verbalisées, une amende de 38 €. L'arrêté y est pour le moment effectif jusqu'à fin août. Au chapitre santé, le cancer, première cause de mortalité dans 12 pays d'Europe devant les maladies cardiovasculaires. C'est ce qui ressort d'une enquête médicale qui vient de paraître. En cause, la mauvaise alimentation, le tabac ou encore l'exposition au soleil des enfants. Tiffaine Honoré. Le cancer dépasse désormais les maladies cardiovasculaires en Europe de l'Ouest. Il devient première cause de mortalité selon une dernière étude européenne dans 12 pays, dont la France. Plus de 90 000 personnes en meurent chaque année dans l'Hexagone. La cause principale, nos mauvaises habitudes quotidiennes. Tabac, alimentation trop grasse ou encore exposition prolongée au soleil. Les médecins appellent aujourd'hui à plus de prévention. Grâce à elle, le nombre de maladies cardiovasculaires s'est considérablement réduit ces dernières années. Reste à en faire autant pour le cancer, qui fait chaque année 30% de victimes en plus que par AVC ou infarctus. À l'étranger, les inondations en Louisiane continuent et le bilan s'alourdit. Au moins 8 personnes ont trouvé la mort, 40 000 maisons sont sous les eaux, des niveaux de crue sans précédent. Le nombre de personnes disparues est encore difficile à établir. Les secouristes continuent de fouiller maisons et véhicules à la recherche d'éventuelles victimes. Et puis toujours aux États-Unis, ces images spectaculaires des incendies à l'est de Los Angeles. Après 5 années de sécheresse record, l'état d'urgence a été déclaré, forçant l'évacuation de plus de 80 000 personnes. Plus de 700 pompiers sont mobilisés et luttent 24 heures sur 24 contre les flammes. En France, de violents orages ont éclaté hier à Toulouse. Après un début de semaine marqué par la chaleur, de fortes rafales, mais aussi de la grêle se sont abattus sur la région. Des dégâts matériels sont à déplorer, comme vous pouvez le voir sur ces images de nos confrères de France 3 Toulouse. Et ces fortes chaleurs ont amené des mesures de restriction d'eau. 30 départements sont touchés, essentiellement dans l'ouest et le sud de la France et l'Isterne. Cet été, difficile de reconnaître la Voise. Ce cours d'eau est 60 cm en dessous de son niveau habituel. La sécheresse frappe durement le département d'Eure-et-Loir. Depuis quelques jours, il est même interdit pour les agriculteurs d'irriguer leur culture. Pour eux, c'est un comble après une année particulièrement capricieuse. Pratiquement la moitié de la pluie annuelle nous est tombée sur le mois de février, mars, avril, mai, juin, et de se retrouver un mois après en déficit d'eau. Les restrictions frappent l'ouest et le sud du pays. Pour les particuliers, elles portent sur l'arrosage des jardins, le lavage des voitures ou encore le remplissage des piscines. Aujourd'hui, bonne nouvelle de Météo France, des pluies devraient venir soulager certaines régions. La folie des Pokémon continue, mais ne fait pas que des heureux. Certains maires ont même publié un arrêté municipal afin d'interdire ces petits monstres sur leur commune. Les Pikachu ne sont donc pas toujours les bienvenus. Tiffaine Honoré. Des petites créatures virtuelles qui deviennent indésirables. Dans ce village de 800 personnes, les Pokémon sont même interdits depuis ce week-end. Une première pour une commune française. Le maire a pris un arrêté pour éviter tout accident. Aujourd'hui, les Pokémon sont implantés de façon aléatoire, sans concertation. Vous pouvez en trouver là derrière vous sur le monument aux morts. On a une route qui est assez dangereuse pour monter jusque Bressol. On en a trouvé sur le bord de la route. À Lyon, le jeu du développeur Niantic est aussi banni de certaines plates-bandes. Dans ce parc, on essaie de sauver ce que l'on peut du piétinement en canalisant les accros. Pas question non plus de jouer avec la mémoire nationale. Il y a une semaine, Pokémon Go a dû supprimer son arène dans l'ossuaire de Douaumont.
Et puis on termine par cet anniversaire Isabelle. Happy birthday pour Madonna, la célèbre chanteuse fête aujourd'hui ses 58 ans et c'est à Cuba qu'elle a décidé de célébrer l'événement. Petite balade dans les rues de la Havane avec lunettes de soleil et chapeau bien évidemment. Autour d'elle, une foule de curieux surpris par cette visite. Voilà, c'est la fin de cette édition. C'est à vous Isabelle. Merci beaucoup Christophe, à tout à l'heure et bon anniversaire à Madonna. Nous allons continuer direction Arles maintenant, où nous allons retrouver Anna Reynard. Vous allez voir qu'elle a poussé les portes des coulisses d'un festival particulièrement original. Et Anna nous replonge ce matin dans les spectacles de l'Empire romain. Ave, Isabelle. Comme il se doit. Tout à fait. Oui, c'est idéal. Je vous emmène en effet dans un petit voyage dans le temps, dans les lieux idéaux, puisqu'il s'agit de l'amphithéâtre antique, du théâtre antique de la ville d'Arles, art et laté, comme on le disait à l'époque antique, enfin en tout cas comme la traduction le supposerait. Et c'est comme ça que s'appelle ce festival, qui a lieu jusqu'à la fin du mois d'août, enfin pas tout à fait jusqu'au 24, mais jusqu'au 31. En tout cas, vous pourrez assister à ce que je vous invite à découvrir aujourd'hui. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Des combats de gladiateurs, mais alors attention. C'est pas Moriturite et Salutante quand même, on n'en est pas là, ça va pas jusque-là. Alors, vous commencez bien parce que figurez-vous qu'on va tordre le cou à pas mal d'idées reçues. D'accord. Parce que non, les gladiateurs n'étaient pas là pour donner la mort à leurs opposants, bien au contraire, on va vous expliquer tout ça. C'est vraiment, si vous voulez, dans le plus pur respect de ce qu'étaient les jeux antiques et le combat à l'époque. Parce que, en fait, cette société de spectacle, elle n'est pas tout à fait comme les autres. Elle s'appelle ACTA et ses membres sont particuliers. D'abord, il y a ou des anciens combattants, compétiteurs de jiu-jitsu, par exemple, au niveau européen et mondiaux pour son fondateur, passionnés d'histoire, ou des chercheurs archéologues passionnés de sport. Vous voyez, tout ce petit monde se rencontre et ne rigole pas du tout sur le soin du détail, si vous voulez. Ils confectionnent eux-mêmes leurs armes, leurs équipements, etc. Ils donnent rendez-vous dans les arènes d'Arles, on devrait dire amphithéâtre, d'ailleurs, il va nous le rappeler. Et vous allez voir que dans les coulisses, ça rigole pas des masses. On recherche le geste athlétique des gens de l'Antiquité, donc à travers les sports olympiques ou les combats de gladiateurs. Évidemment, ça nous fait déborder aussi sur d'autres secteurs. On a fini par comprendre comment s'organiser ce type de combat, ce que ça voulait dire, ce que ça impliquait, la ligne directrice qu'il y avait derrière et surtout, ça nous a permis de comprendre le public qui était assis dans ces gradins. Les jeux, les ludis, ce qu'on appelle les ludis en latin, font partie de ce ciment de la société romaine. Et donc, ces combats de gladiateurs ont pour vocation de rassembler dans les gradins des Romains de toutes les origines, de toutes les couches sociales, et que tous partagent la même émotion, le même sentiment. On leur vend un spectacle, on leur dit venez voir un spectacle, il va y avoir du combat, tel combattant va affronter tel combattant. On donne des noms de spectacles aux gladiateurs pour renforcer ce côté spectaculaire, mais en réalité, dans le fond, c'est très structuré, très organisé. Là, je suis habillé en romain, et quand j'ai l'équipement, j'ai une quinzaine de kilos. Un casque qui fait entre 4 et 8 kilos selon le gladiateur que je fais. Mais les combats font que 3 à 4 minutes. Donc cet équipement, on ne le porte pas vraiment longtemps. Tiens bien ton épaule. À l'époque, le terme, c'est familial pour une école de gladiateurs. Donc c'est la famille. On travaille ensemble tous les jours et on combat ensemble tous les jours. Et pour combattre ensemble, il faut bien s'entendre. Les gladiateurs ne combattent pas en s'affrontant d'une école contre une autre école. Ils se connaissent. Les deux qui vont être sur la piste se connaissent, se sont entraînés ensemble. Ils s'affrontent dans un combat qui est un combat réel, mais dont l'objectif de victoire n'est pas si important que ça. Puisqu'en fait, ils sont payés à l'avance, ils se connaissent et ils n'ont pas envie de s'abattre. On veut que les visiteurs repartent
avec de nouvelles informations, qui ne repartent pas avec les a priori avec lesquels ils sont arrivés. On leur explique pourquoi il faut dire amphithéâtre et pas dire les arènes, pourquoi les gladiateurs ne s'entretuaient pas, comment on fait le signe de la vie et la mort. On leur explique que ça, par exemple, ça n'existe pas dans l'Antiquité. Et puis quand ils en ont un peu assez, là, au bout d'un quart d'heure, boum, on les percute émotionnellement avec les combats, et ça fixe la connaissance. Ils sont impressionnés. Bon, c'est historique, ça fait plaisir. En plus, ça aide à mieux comprendre la culture romaine, finalement. Oui, puis alors, on pourrait en tirer encore quelques leçons, même si beaucoup de notre culture est inspirée de là. Un empire comme ça qui tient pendant 5 siècles autour des valeurs de la culture, de l'émotion partagée, du spectacle, c'est pas idiot quand même. Enfin, je sais pas, plutôt que d'essayer de nous réunir autour de minima sociaux, de lois, de taxes, etc. C'est quand même, voilà, on pouvait venir des îles anglo-saxonnes ou du nord de l'Afrique. On était romains dès lors qu'on mettait un pied dans les gradins. Et c'est ce qui a créé une vraie identité qui dure jusqu'à encore aujourd'hui. Qui dure encore, absolument. Tous les mardis et jeudis, dans l'amphithéâtre d'Arles, vous pouvez les voir se bagarrer pour de vrai, comme vous avez vu. Et de façon historique. Ouais. Merci beaucoup, Anna. Tout de suite, la revue de presse, Frédéric Vion. Une revue de presse donc signée, je l'ai dit, Frédéric Vion, que nous accueillons. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et vous commencez avec le Burkini. Toujours le Burkini, oui, la presse n'en sort pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle essaye au moins d'aller un peu plus loin dans la réflexion sur cette question. Vous voyez ici la couverture de Libération, dont c'est le dossier principal. À côté, vous voyez à gauche les premiers PV pour les porteuses de Burkini. Le Parisien aujourd'hui en France nous apprend que ça y est, des amendes ont été dressées contre des femmes qui persistaient à se baigner en Burkini malgré des interdictions dans certaines villes. Mais ce qui est nouveau ce matin, c'est que le Canard enchaîné se penche sur les défenseurs du Burkini. Qui sont les défenseurs du Burkini ? Ce sont de bien curieux défenseurs des femmes, nous dit le Canard enchaîné. Depuis quelques jours, on entend parler notamment d'un collectif contre l'islamophobie en France, c'est son nom. Collectif qui prétend que la France est raciste envers les musulmans, surtout envers les femmes musulmanes à qui on interdirait de se baigner comme elles le souhaitent. Ce collectif fait du lobbying à l'étranger pour faire passer cette image d'une France raciste auprès de l'ONU, par exemple. Mais qui sont donc ces prétendus amis des femmes ? Eh bien, comme par hasard, ce collectif défend aussi l'imam radical de Brest. Vous le connaissez, cet imam qui avait affirmé, je cite, il avait affirmé que ceux qui écoutent de la musique seront transformés par Dieu en singe ou en porc, et que les femmes non voilées n'ont pas d'honneur et méritent donc de se faire violer. Fin de citation. Voilà donc ce que c'est que ce collectif contre l'islamophobie en France, nous dit le Canard enchaîné. Et déjà, le Canard de la semaine dernière publiait un intéressant article à propos de cette prétendue islamophobie française. Le journal expliquait comment, à Mantes-la-Jolie, une mosquée intégriste est en train en ce moment d'être construite en dépit du bon sens. Ni les normes de sécurité ni les règles du permis de construire ne sont respectées, mais selon Canard enchaîné, l'imam intégriste de cette mosquée bénéficierait de l'indulgence des autorités locales. Pourquoi ? Parce qu'à chaque élection, il fait voter correctement ses fidèles pour la mairie en place à Mantes-la-Jolie. C'est en tout cas ce qu'affirme le Canard enchaîné. Depuis longtemps, nous sommes naïfs vis-à-vis des intégristes. C'est aussi ce que dit Libération de ce matin. D'ailleurs, ceux qui prétendent lutter contre l'islamophobie en France ne défendent pas l'islam de France. Ils défendent le salafisme, dit cet article qui est écrit par un monsieur égyptien. Ils défendent l'islam saoudien, celui où une femme n'a pas le droit de montrer son visage, ni de conduire, ni de se déplacer sans un homme. Interdire le burkini en France n'est donc pas un acte d'islamophobie, dit cet article de Libération. C'est plutôt le signe que nous n'avons plus peur d'appeler l'extrémisme par son nom. Je cite encore, et je vous renvoie aussi au dossier du jour du Parisien aujourd'hui en France, qui se demande justement à propos du Moyen-Orient comment faire avec les djihadistes français qui parfois en reviennent. Faut-il mettre ces djihadistes en prison quand ils reviennent en France ou bien en psychiatrie ? Parce que certains ont plutôt besoin d'un psy, explique le journal. Et puis, plusieurs de ces djihadistes français sont partis là-bas avec leurs enfants. Que faire de ces enfants s'ils reviennent en France ? Des gamins d'une dizaine d'années à qui parfois on a fait exécuter des gens en Irak et en Syrie. Que faire de ces enfants ? Demande le Parisien. Alors vous trouverez aussi ce matin, dans beaucoup de journaux, comme ici le Figaro ou les Échos, des articles sur le président de la République. C'est déjà le tout début des débuts de la campagne présidentielle. François Hollande, en tout cas, rencontre aujourd'hui le pape. Les journaux se posent la question du pouvoir des hommes politiques. Ne sont-ils pas paralysés parfois par l'obligation d'être toujours dans la communication et de préparer toujours l'élection suivante ? C'est ce que demande notamment un article dans Les Échos. D'autant plus, nous dit l'Humanité, et je termine, d'autant plus que le pouvoir réel semble s'être déplacé des hommes politiques vers d'autres endroits.
l'humanité plonge dans les coulisses de Bruxelles avec José Manuel Barroso, l'ancien président de la Commission européenne, qui, vous le savez, travaillera désormais pour une célèbre banque d'affaires américaine. Or, il n'y a pas que lui, nous dit l'humanité. Le journal fait la liste d'autres d'ex-commissaires européens qui, une fois leur mandat terminé, se replacent dans des banques ou des grandes entreprises. Ils trouvent sans problème une très bonne place dans ces grandes entreprises après avoir, comme par hasard, défendu au sein de Bruxelles des règles favorables à ce même monde des affaires. Et le pire, c'est que ça n'est même pas illégal, se désole le journal communiste. Grand article à ce propos, donc, dans l'humanité. Merci beaucoup. Frédéric, à plus tard. Tout à fait autre chose avec Béatrice Benoît-Gonin et la rubrique Expo. Nous allons partir à la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence à l'occasion d'une exposition sur Christo. Vous savez, cet artiste célèbre pour ses créations éphémères. Béatrice l'a rencontré. L'exposition aussi trace le travail de Jean-Claude et moi-même de plus de 50 ans. Le projet de mastaba, que ce n'était pas une pyramide, c'est une structure qui a 2 verticales et 2 murs inclinés. C'est une des plus anciennes formes géométriques. Le projet, c'est un projet de beauté, presque comme un peintre pointilliste qui crée une abstraction avec un mur inclinant qui est tout monochrome, seulement rouge et jaune. Vous avez cette énergie. Et d'ailleurs, c'est très beau de voir la structure du 2e étage de la Fondation. Elle explose dans cet espace, dans cette cour. On n'a pas la distance, on marche tout près du bidon qui joue avec le lumière du soleil qui se reflète au mur de la Fondation. La chose la plus beau de voir que le travail qu'on voulait faire il y a 50 ans sont encore toujours très vivants. Moi, je ne fais pas de dessin une fois que le projet est fait. Ils sont tous avant. C'est la projection de notre imagination, comment l'œuvre se sera. Mais la réalité est tellement plus riche, tellement complexe. Les dessins, ils ont leur importance, mais ils sont tous projections de quelque chose qui va se faire. C'est extraordinaire. Depuis 1979, Jean-Claude et moi-même, on travaille sur le mastaba de Abu Dhabi. Et on est arrivé en Abu Dhabi en 1979 en façon aidé par le gouvernement de France. Ce sera 400 fois plus grand que ça. Et c'est la plus grande sculpture du monde. C'est la plus grande pyramide d'Égypte. Je n'aime pas du tout rien de virtuel. Ce n'est pas le vrai vent, ce n'est pas le vrai froid, ce n'est pas la vraie dimension. C'est-à-dire, moi, je suis ivre de la vraie chose. La vraie réalité est tellement riche. Et si vous développez le sens de plaisir de ça, c'est absolument incroyable. Les artistes, ils ne vont pas arrêter. Simplement, ils mourir. Ils mourir, ils ne vont pas arrêter. Vous savez, d'être artiste, ce n'est pas profession. L'artiste, c'est un d'être. Ou simplement, vous êtes toute votre vie artiste. Merci Béatrice. Voilà, et cette exposition se déroule donc à la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence jusqu'au 27 novembre 2016. Vous avez encore un petit peu de temps. Tout de suite, c'est le bulletin météo, Nathalie Riouet. En toute saison, retrouvez la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Et Nathalie nous l'avait annoncé, cette dégradation. Bonjour Nathalie, oui. Vous confirmez? Je confirme cette dégradation qui va se manifester par l'ouest, mais avant cela, on profitera encore de cette très belle journée sur bon nombre de régions, notamment sur la moitié nord. Et actuellement, les températures sont déjà très douces sur l'ensemble de la moitié sud, jusqu'à 21 degrés. Au nord aussi, c'est pas mal, 18 à Paris, 14 à Strasbourg et 12 petits degrés du côté d'Alençon. Voici la couleur du ciel aujourd'hui, c'est toujours du soleil sur la plupart de nos régions. Déjà, les nuages qui commencent
commence à s'installer sur le sud-ouest. On a également quelques nuages qui traînent un petit peu du côté du sud de l'Alsace. Et puis en cours de journée, eh bien, avec l'arrivée de ces pluies par l'ouest, nous allons assister à des remontées nuageuses, orageuses, qui pourraient donc se manifester notamment sur l'est pyrénéen, sur le Massif central jusqu'aux Bouches-du-Rhône, et également entre le Jura, les Alpes et l'extrême sud-est. Sinon, ce sera encore un temps extrêmement calme, vous le voyez, surtout sur les 2 tiers nord de la France. Les températures prévues pour cet après-midi, c'est entre l'Île-de-France et le centre qu'il fera le plus chaud, entre 30 et 33 degrés. Il fera également chaud en vallée du Rhône. En revanche, ça baisse à l'ouest avec l'arrivée de cette perturbation, de ces nuages, voire de ces orages. On va perdre localement jusqu'à 7 degrés dans certaines régions de l'ouest. À tout à l'heure. C'était la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Allô? C'est vous, patron? Non, c'est le crémier. Parce que je suis sur produits régionaux, là. Il y a du boulot, hein. Ah bon? Ah bah oui, jambon de Bayonne, Münster, Dieu de Savoie. Ah oui, il y en a un paquet, hein. D'Alsace, de Normandie, du Sud-Ouest. En JO, je suis venu imbattable. Comme Lidl, quoi. Non, ça va, là, hein? Ah oui, je sais, on est mal. On est mal. On est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Allez, c'est parti. Évier bouché et vous n'avez pas le temps? Utilisez Ouragan Chrono, ultra puissant. Son gel super concentré débouche en 5 minutes chrono. Ouragan Chrono, imbattable contre les bouchons. Vous souhaitez que votre chien reste plein de vitalité? Friskies apporte à votre chien tout ce dont il a besoin pour un regard étincelant, un poil brillant et une digestion saine. 3 signes de vitalité. Friskies pour une vitalité qui se voit. Purina. Constipation occasionnelle, Dulcolax. Il agit la nuit pour un soulagement dès le lendemain matin. Le soir, Dulcolax, le matin, relax. Et pour un soulagement en moins de 30 minutes, Dulcolax suppositoire. Médicament réservé à l'adulte en complément d'une alimentation équilibrée et d'une bonne hygiène de vie. Retrouvez chaque jour le vrai prix des bonnes choses. Morbier au lait cru AOP, 2,49 € les 250 grammes. Ah oui, je sais, on est mal. On est mal. Quand votre environnement quotidien rend vos yeux secs, essayez le spray Optonactimist. Contrairement aux gouttes, il s'applique sur les paupières fermées et recouvre la surface de l'œil lorsque vous clignez. Il répare son film hydratant protecteur pour que votre gêne soit vite oubliée. Optonactimist soulage vos yeux en un clin d'œil. Dispositif médical disponible en pharmacie. Silitbang, c'est vous qui en parlez le mieux. Bonjour à tous, vous êtes ici pour que je vous parle du nouveau Silitbang. La mouche, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus concentrée. C'est un mangeur de tâches. J'ai juste à pulvériser, patienter quelques instants et rincer. Il a retrouvé sa blancheur d'avant. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Pistolet Silitbang avec Javel. Société Crème. Peu importe le moment, peu importe l'endroit, pourvu qu'on ait la force du goût. Société Crème, sa force, c'est son goût. Votre peau est si sèche que vous la cachez? Découvrez le nouveau Dove Soin et Huile sur Gras aux microbilles d'huile d'argan et aux huiles relipidantes. Il nourrit intensément et protège votre peau du dessèchement pour que vous soyez heureuse de la montrer. Nouveau Dove Soin et Huile sur Gras. Découvrez toute l'expertise Dove sur Gras pour les peaux sèches, ternes et agressées. Avec Carrefour, une bonne année scolaire, ça commence par des prix vraiment bas. Trouvez sa meilleure copine dès le premier jour. 90 centimes. Vous nous avez désigné numéro 1 sur le choix des fournitures scolaires. Carrefour. Nouveau, Serengo, le magazine pour les plus de 50 ans. Ce mois-ci, arthrose, 25 conseils pour prévenir et soulager. Serengo, chez votre marchand de journaux. C'est lorsque le contenu acide de votre estomac remonte dans l'œsophage que vous souffrez de brûlure d'estomac. Découvrez le nouveau Gaviscon Pro. Sa formule unique à 1000 mg d'alginate forme une barrière protectrice qui empêche le contenu acide de remonter et soulage ainsi les brûlures d'estomac. Pour un soulagement durable des brûlures d'estomac, Gaviscon Pro. Médicament pas avant 12 ans. Le stylo Bic 4 couleurs le moins cher, virgule, c'est chez Carrefour. Point final. Il y a un R ou 2 R à Carrefour. Carrefour.
Ah, un autre conseil, mes amis chats. Découvrez le goût exquis des tendres et succulentes filetines. Du plaisir à chaque bouchée. Gourmet Perle. Le pouvoir est en vous. CB12, haleine ultra fraîche. Votre dose quotidienne de confiance. Votre journée olympique sur France 2. Dès 14h, athlétisme. Le décathlon et la finale du 3000 mètres steeple avec Mayedine Mekissi. Handball. Les Bleus face au Brésil en quart de finale. BMX. Les runs de sélection au programme des Français. Et à 20h55, basketball. La fin du quart de finale entre la France et l'Espagne. Plongeon. À 10 mètres, les filles prennent leur envol. Athlétisme. Les demi-finales du 200 mètres avec Christophe Lemaître et Usain Bolt. Les Jeux Olympiques de Rio en direct aujourd'hui sur France 2. Avec Alliance, assureur officiel de toute l'équipe de France olympique. Andros, fournisseur officiel de l'équipe de France olympique. Et avec FDJ, partenaire de l'équipe de France olympique. Esprit d'équipe oblige, les Jeux Olympiques de Rio sont à vivre sur 4 chaînes de France Télévisions. Télématin continue avec les confitures au chaudron Lucien Georgelin. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes le 17 août, il est 7h30. Voici le journal présenté par Estelle Collin. Bonjour Estelle. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Décalage horaire oblige, de nombreuses épreuves olympiques ont lieu la nuit. La délégation tricolore compte désormais 29 médailles. Retour sur les temps forts avec Pauline Pidou. De la détermination plein le regard. Le Français Sofiane Oumia affronte le Brésilien Robson Conceição en finale des moins de 60 kilos. Dominé par le favori du public, le boxeur tricolore décroche la médaille d'argent. Et la série de médailles ne s'arrêtera pas là en boxe. Sarah Ouramoun se qualifie en demi-finale des moins de 51 kilos. Elle s'assure au minimum la 3e marche du podium. Du bronze au bout des jambes. En finale du 110 mètres haies, le tricolore Dimitri Bascou bondit jusqu'à la 3e place. Les handballeuses françaises renversent la situation en prolongation. Elles se qualifient en demi-finale, une première pour l'équipe française aux Jeux Olympiques. Qualification pour les demi, aussi pour les basketteuses. Les Bleus ont battu le Canada 68-63 et donnent rendez-vous aux États-Unis pour le prochain match. Renaud Lavillenie accuse le coup. Après ses critiques contre le public brésilien, le perchiste est accueilli par des huées sur le podium. Blessé, il ne retient pas ses larmes pendant l'hymne brésilien. Le bilan de cette 11e journée de compétition. La France rétrograde en 8e position dans le tableau des médailles. Toujours 7 médailles d'or. Les Américains intouchables, loin devant avec 28 en or. A souligné la performance des athlètes britanniques, actuellement 2e devant la Chine. Et aujourd'hui, à Rio, basket et handball pour les Bleus. Et les yeux seront rivés sur le stade olympique pour la finale du 3000 mètres steeple avec Michael Mayedine Mekissi. On retrouve sur place Manuel Tissier sur le programme du jour. Et il y aura encore un France-Espagne aujourd'hui. À 19h30, Tony Parker et les basketteurs français affrontent leur meilleur ennemi en quart de finale du tournoi olympique. Les experts du hand, eux, vont faire face au Brésil pour gagner leur place en demi-finale, ambiance garantie et surchauffée. Du côté de la piste d'athlétisme, au 12e jour des Jeux, il y aura aussi des sensations fortes avec la finale du 3000 mètres steeple. 2 Français sont engagés, Yohan Koval et Mayedine Mekissi, face aux Kenyans. Et puis la boxe française attend toujours un titre depuis Sydney 2000 et Brahim Asloum. Ils ont une chance, peut-être, en boxe féminine. Il faudra que Estelle Mosley poursuive sa route dans la catégorie des moins de 60 kilos. Elle est déjà assurée d'une médaille de bronze. Des épreuves à suivre en direct sur France Télévisions à partir de 13h. Retour en France après un nouveau conseil de défense ce matin. François Hollande s'envolera pour Rome. Le chef de l'État sera reçu en audience privée cet après-midi par le pape François. Le contexte des attentats en France et notamment l'assassinat du père Jacques Hamel devrait dominer cette entrevue. Claire Koch. Attaquer une église, tuer un prêtre, c'est profaner la République qui garantit la liberté de conscience.
Quelques jours après avoir prononcé ces mots très forts, François Hollande assiste à une messe d'hommage à Notre-Dame de Paris, avec à ses côtés le Premier ministre et d'anciens présidents de la République. Une image qui a valeur de symbole pour ce président qui se dit athée, très attaché à la laïcité. 3 semaines après l'assassinat du père Hamel, il multiplie les gestes à l'adresse des catholiques de France et a souhaité rencontrer le pape qui le recevra aujourd'hui en audience privée. François Hollande dit avoir été frappé par la capacité des responsables religieux à trouver des mots pour rassembler au-delà des catholiques. L'annonce de ce déplacement au Vatican, une visite très politique, est intervenue alors que les catholiques célébraient lundi l'Assomption et priaient pour la France. Il a dit oui. Benoît Hamon se lance dans la course à la présidentielle de 2017. La primaire de gauche doit avoir lieu en janvier prochain. L'ancien ministre souhaite proposer une alternative, la création d'une nouvelle République. La 5e République est une machine à trahir, selon le député des Yvelines. En pleine polémique autour du burkini, Manuel Valls dit comprendre et soutenir les maires ayant pris des arrêtés pour l'interdire. À noter que le Conseil d'État va devoir se prononcer sur le cas de Cannes après un recours déposé par le Conseil contre l'islamophobie. Marine Candel. Un vêtement de baignade au cœur des polémiques. Craignant un trouble à l'ordre public et invoquant le respect de la laïcité, les maires de Cannes, Villeneuve-Loubet, Cisco et depuis hier Le Touquet et Le Cat ont interdit le burkini sur leur plage. Je voudrais que l'on cesse de vouloir se singulariser pour se mettre dans une sorte d'apartheid d'abord vestimentaire et en dehors de la communauté de la République. Dans un interview à La Provence, Manuel Valls dit qu'il comprend et soutient les maires l'ayant interdit, mais refuse de légiférer. Face à la multiplication des arrêtés municipaux, des associations dénoncent ce qu'elles appellent un emballement dangereux. Elles redoutent une nouvelle stigmatisation autour d'une pratique minoritaire. C'est catastrophique, mais malheureusement c'est symptomatique du temps politique dans lequel on est en train d'évoluer, avec des polémiques qui se succèdent une semaine après l'autre. À Cannes, 4 femmes ont été verbalisées, une amende de 38 €. L'arrêté y est pour le moment effectif jusqu'à fin août. Aux États-Unis, cette fois, le bilan des inondations en Louisiane s'alourdit. Les autorités parlent de 11 morts. Les opérations de recherche se poursuivent après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur cette région depuis vendredi. Les équipes de secours ont évacué plus de 20 000 personnes et la nuit dernière encore, 8 000 habitants ont dormi dans des abris d'urgence. En France, après les températures caniculaires, de violents orages ont éclaté hier dans la région de Toulouse. Des orages de grêle accompagnés de fortes rafales ont fait de nombreux dégâts matériels, comme vous pouvez le constater sur ces images de nos confrères de France 3 Toulouse. Il est désormais interdit d'arroser son jardin, laver sa voiture ou encore remplir sa piscine à certaines heures dans 30 départements en France, essentiellement dans le sud-ouest, mais d'autres régions sont également touchées. L'irrigation agricole, elle aussi, est impactée par ces restrictions d'eau. Marine Candel. Cet été, difficile de reconnaître la Voise. Ce cours d'eau est 60 cm en dessous de son niveau habituel. La sécheresse frappe durement le département d'Eure-et-Loir. Depuis quelques jours, il est même interdit pour les agriculteurs d'irriguer leur culture. Pour eux, c'est un comble après une année particulièrement capricieuse. Pratiquement la moitié de la pluie annuelle nous est tombée sur le mois de février, mars, avril, mai, juin, et de se retrouver un mois après en déficit d'eau. Les restrictions frappent l'ouest et le sud du pays. Pour les particuliers, elles portent sur l'arrosage des jardins, le lavage des voitures, ou encore le remplissage des piscines. Aujourd'hui, bonne nouvelle de Météo France, des pluies devraient venir soulager certaines régions. Un sujet d'Élise Stern. Tous gaga du jeu phénomène Pokémon Go, une addiction dangereuse selon certains maires qui ont décidé d'interdire la capture de ces petits monstres dans leur commune. Tiffaine Honoré. Des petites créatures virtuelles qui deviennent indésirables. Dans ce village de 800 personnes, les Pokémon sont même interdits depuis ce week-end. Une première pour une commune française. Le maire a pris un arrêté pour éviter tout accident. Aujourd'hui, les Pokémon sont implantés de façon aléatoire, sans concertation. Vous pouvez en trouver là derrière vous sur le monument aux morts. On a une route qui est assez dangereuse pour monter jusque Bressol. On en a trouvé sur le bord de la route. À Lyon, le jeu du développeur Niantic est aussi banni de certaines plates-bandes. Dans ce parc, on essaie de sauver ce que l'on peut du piétinement en canalisant les accros.
Pas question non plus de jouer avec la mémoire nationale. Il y a une semaine, Pokémon Go a dû supprimer son arène dans l'ossuaire de Douaumont. Et c'est la fin de cette édition. À tout à l'heure, Isabelle. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Estelle. Nous allons continuer. Nous allons parler santé maintenant avec Richard Zarzavadian. La semaine, vous le savez, Richard a choisi de positiver. Ça fait sacrément du bien par les temps qui courent. Positiver avec de belles histoires, de vraies magnifiques réussites du corps médical que l'on en profite pour remercier évidemment. Non, mais c'est effectivement l'occasion de rendre hommage à ces équipes. Merci, docteur. Et là, l'histoire qu'on va vous raconter est incroyable puisqu'il s'agit de celle d'un jeune qui a maintenant 30 ans, mais qui, pendant toute sa vie, depuis qu'il est petit, a souffert d'une maladie, d'une myopathie digestive, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas manger, digérer comme n'importe qui. Rien ne fonctionnait. Rien ne fonctionnait. C'est vraiment tout un ventre qui ne marchait pas. Et on a été obligé, écoutez bien Isabelle, de greffer 5 organes. 5 organes. En fait, on a greffé son ventre. On a greffé un ventre. C'est rarissime. C'est rarissime, c'est quelque chose d'exceptionnel. Foie, estomac, duodénum, pancréas, intestin grêle. Donc c'était vraiment quelque chose, un geste formidable, exceptionnel, qui a permis à ce jeune, à Stéphane, de repartir dans la vie. Et c'est ça qui est formidable. Et d'une certaine façon, il a souhaité rendre hommage à toute une équipe, non seulement un médecin qui le suit, on va le voir dans le reportage, mais aussi toute une équipe chirurgicale. Pour faire un geste comme ça, il faut être expert. C'est un centre expert. C'est à l'hôpital Beaujon à Clichy. On a pu rencontrer Stéphane, mais aussi le médecin qui le connaît bien. Vous allez voir. Stéphane, 30 ans, est un miraculé. Il y a près de 4 ans, il a subi une greffe très rare en France de 5 organes. Foie, estomac, pancréas, duodénum, intestin grêle. Depuis sa naissance à l'île de la Réunion, il souffrait d'une myopathie digestive grave. Il ne pouvait pas se nourrir normalement et était obligé de s'alimenter par perfusion, comme nous l'explique le médecin qui le suit depuis 10 ans. La pathologie de base était l'incapacité de ses muscles à se contracter, muscles digestifs de se contracter pour permettre le brassage et la transmission des nutriments. Je suis arrivé à un stade où il n'y avait plus rien à faire. Et même les médecins ne savaient pas si j'allais survivre ou pas. Et grâce à cette greffe que j'ai eue au dernier moment, ça m'a sauvé la vie. L'opération a duré 12 heures. Les 5 organes, prélevés chez un donneur décédé parfaitement compatible, ont été transplantés dans la cavité abdominale de Stéphane. Un succès pour toute une équipe chirurgicale et médicale. On a enlevé l'ensemble de son appareil digestif avec un fonctionnement vraiment à tout niveau qui est absolument parfait. Toutes les fonctions, que ce soit la synthèse des nutriments et des métaboliques par le foie, la sécrétion, l'absorption, la motricité, l'appétit, les hormones, a été complètement remplacé, restitué, comme si c'était son appareil digestif. Je crois qu'il se l'est approprié. Ce matin, Stéphane, qui prend un traitement anti-rejet tous les jours, veut non seulement rendre hommage à son donneur, mais aussi à toute l'équipe de l'hôpital. Je voulais te remercier, toi et toute l'équipe, de m'avoir donné une deuxième chance, je dirais. Sans vous, je ne serais pas là. Donc, voilà. À travers tes remerciements que tu m'adresses, c'est vraiment à toutes les équipes de l'hôpital qui sont mobilisées avec un objectif qui était Stéphane. Ça va, t'es en forme? Ouais. Tu manges bien, Oui. Tu profites bien. Il paraît que tu cuisines. Ouais. Je vais essayer de préparer une spécialité réunionnaise après. C'est vrai? Ouais. Ça, c'est une façon de nous remercier avec panache. C'est toujours très poignant comme témoignage, le tutoiement, on sent qu'il y a un vrai lien qui s'est établi. Techniquement, Richard, tous ces organes, il y en a 5, c'est un seul donneur? C'est un seul donneur, c'est un monobloc. D'une certaine façon, parfois, c'est plus simple de faire tout un bloc. Oui. 5 organes, certes, c'est 5 organes, plutôt que de prendre un organe et d'avoir plusieurs donneurs. Là, c'est un monobloc. On avait greffé un ventre. On a greffé un ventre. Il faut savoir que pour Stéphane, cette partie-là presque n'existait pas.
nous n'existait plus. Ça veut dire nourriture par perfusion, ça veut dire c'est très difficile, très compliqué. C'était pas une vie. Et aujourd'hui, eh bien, tout ça a été rétabli. Il s'est approprié cet organe. Et pour lui, c'était très important de participer à ce tournage, mais aussi de remercier le donneur. Parce que s'il n'y avait pas eu de donneur, eh bien, Stéphane n'aurait pas pu bénéficier de cette transplantation. Et puis aussi remercier l'équipe médicale, l'équipe, les chirurgiens, les infirmières, tout le monde. Et ce centre-là, parce que ce centre est expert en France, c'est un centre à l'hôpital Beaujon à Clichy. Et voilà. Alors la seule chose qui change, c'est qu'il est obligé, effectivement, de prendre ce traitement anti-rejet, parce que s'il n'y a pas de traitement anti-rejet, ben, l'organe va être rejeté par définition. La greffe est rejetée, voilà. bien sûr. Et la greffe nous propose des histoires comme ça incroyables. C'est une renaissance. C'est une renaissance. C'est ça qui est formidable. Et en plus, maintenant, il s'intéresse à la cuisine. Ah oui, oui. C'est logique. Hein, et c'est prévu. Hein, il doit faire la cuisine à l'équipe. Hein. Stéphane, si tu nous regardes, il faut penser à ça. Merci beaucoup, Richard. On va retrouver Thomas Hervé avec une séquence consacrée aux publicités étrangères. Il s'agit de ne pas se fier aux apparences. Vous allez voir quelques situations qui valorisent vraiment l'imagination des publicitaires pour vanter les mérites des produits. Regardez, c'est drôle. Bonjour. Aujourd'hui, on va se méfier des apparences. Comme disait Laure Conan, aimer une personne pour son apparence, c'est un petit peu comme aimer un livre pour sa reliure. Là, par exemple, j'ai donné l'apparence du savoir. Alors, imaginez l'intérieur d'un avion. Des turbulences, des coupures de courant. Vous vous dites, en apparence, on est très mal barré. Ben non, c'est même assez drôle. En apparence. Bon, maintenant direction la Suisse. En Suisse, en apparence, les pâturages sont verts, les habitants sont tous très gentils, il se passe pas grand-chose, puis de toute façon, ils fabriquent soit du chocolat, soit des montres. Ouais, enfin ça c'est pour les apparences justement. La façade, car dans les parcs suisses, il se passe des choses, mais alors des choses que vous n'imaginez même pas. D'où l'expression « rester de marbre ». Maintenant, nous partons pour l'Australie. Alors, là-bas, une guerre fait rage entre d'un côté le lait de soja et de l'autre le lait d'origine animale. Alors attention, en apparence, il n'y a pas de quoi faire un fromage, mais puisqu'on vous dit depuis le début de vous méfier des apparences. Hey babe, don't forget we're babysitting my sister's kids tonight. Oh, I see. The idea of children is so disgusting to you. Help! I'm a man-child. Don't make me grow up. You're pathetic, you know that? Pathetic. My friends are right about you. There's no place for soy aftertaste face. Devondale Fast Start, made with real milk, not soy. Et voilà comment un banal quiproquo peut se terminer en scène de ménage, qui peut se terminer en divorce, qui peut se terminer en fait divers dramatique, qui peut se terminer en fin de rubrique. Là, j'ai donné un autre exemple de l'apparence de celui qui savait de quoi il parlait, alors qu'en fait, j'essayais juste de terminer mon plateau. Tchuss. Merci Thomas, voilà, on vous l'avait dit, c'est très très drôle. Restez avec nous, dans un instant, nous allons retrouver Marie Mamgioglou. Elle a rencontré un personnage très influent dans l'univers de l'art contemporain, il se nomme Michelangelo Pistoletto. Il a créé une cité de l'art pas comme les autres. Pourquoi? La réponse dans quelques instants. Je bois Vichy, Vichy Célestin, je me sens belle, elle me va bien. Je bois Vichy, Vichy Célestin, mon eau au quotidien.
Mon corps connaît bien ce refrain. Vichy Célestin, elle me va bien. Du bœuf bourguignon, j'adore. Ah, ah. Hop là. Oh, tu en as de la chance. Grâce à mon zip, je suis parfaitement hermétique. Pour tout ce que vous aimez, les sacs multi-usages Zipper d'Albal sont vraiment très hermétiques. Albal, des idées pour vous aider. Là. Là. Lab. La Lab. Transformez les photos de votre portable en tirage poster, album, carte postale. La Lab. Application à télécharger gratuitement. Constipation occasionnelle, Dulcolax. Il agit la nuit pour un soulagement dès le lendemain matin. Le soir Dulcolax, le matin relax. Et pour un soulagement en moins de 30 minutes, Dulcolax suppositoire. Médicament réservé à l'adulte en complément d'une alimentation équilibrée et d'une bonne hygiène de vie. Nouveau, Serengo, le magazine pour les plus de 50 ans. Ce mois-ci, Arthrose, 25 conseils pour prévenir et soulager. Serengo, chez votre marchand de journaux. Quand on a beaucoup donné, ça fait du bien de prendre du temps pour soi. Et il y a une chose que j'aime faire, un œuf à la coque. Avec du beurre gastronomique Président, ça change tout. Onctueux et frais à la fois. Pour se faire plaisir, il suffit de faire simple, mais avec ce qui se fait de meilleur. Beurre gastronomique Président. Prenons la vie côté plaisir. Volkswagen. Salut, je m'appelle Thomas Touroud, avec 2 T, comme Actuality, l'émission qui éclaire l'actualité. Si je vous dis Rio 2016, les primaires, la rentrée scolaire, les réseaux sociaux, trop d'infos, trop vite, tout le temps, comme vous, j'ai besoin de comprendre. Alors rendez-vous dans Actuality, l'émission qui éclaire l'actualité. Présenté par Thomas Touroud, Actuality dès le lundi 5 septembre en direct sur France 2. Télématin continue avec les confitures au chaudron Lucien Georgelin. Et pour l'actualité internationale, Marie Mamjoglou nous emmène aujourd'hui en Italie découvrir une ville qui est en train de devenir un véritable laboratoire de l'art. C'est bien ça? Oui. Marie, bonjour. Bonjour Isabelle. Oui, c'est exactement ça. C'est la Città dell'Arte. Littéralement, ça veut dire la cité de l'art, la citadelle de l'art. Ça a été en fait créé par un grand maître de l'art contemporain qui s'appelle Michelangelo Pistoletto. C'est quelqu'un qui est devenu très célèbre dans les années 60 parce qu'il a créé en fait des œuvres sur les miroirs. Et lui, en fait, ces œuvres, elles sont plutôt à caractère philosophique et politique, donc il a un avis très, très marqué sur la société de consommation. Et donc, il s'est emparé d'un endroit qui fait 27 000 mètres carrés, qui est une ancienne usine désaffectée, une ancienne usine de textile désaffectée, et il en a fait un endroit assez incroyable. C'est un endroit où en fait on va créer. Il y a des jeunes du monde entier qui vont se retrouver, des jeunes d'horizons et de cultures différentes qui vont se retrouver, qui vont partager leur point de vue, qui vont créer des œuvres, qui vont faire finalement avancer les choses, qui vont faire en sorte que le monde soit meilleur. Ils vont juste se dire que c'est une sorte de laboratoire de l'art, parce que c'est comme ça. C'est un atelier, c'est un atelier de créativité. C'est un atelier de créativité. C'est un lieu en fait où on voit finalement les choses autrement. Parce que Michelangelo Pistoletto, c'est l'un des rares artistes, on va dire, qui persiste aujourd'hui à dire que que l'art peut et doit changer le monde. Explication, regardez. Je pensais que finalement, je devais produire de l'art associé au social, à la société. C'était quelque chose que je ne pouvais plus faire tout seul comme artiste, mais que je devais faire avec des autres, avec le monde. Donc j'ai créé Progetto Arte, Projet Art, et qui après est devenu Città dell'Arte dans ce lieu. Città dell'Arte vient de 2 mots, citadelle et città, cité.
Donc la citadelle, c'est le lieu de la résistance, hein, c'est le lieu de la défense de l'art. Et la città, la ville, c'est le lieu de l'ouverture dans le monde. Et on voudrait arriver petit à petit à une société de l'art, à une civilisation de l'art. Nous avons créé les ambassades de la Città dell'Arte et chaque artiste devient ambassadeur dans son pays. Ce sont des écrivains, ce sont des poètes, ce sont des musiciens, ce sont des architectes qui viennent pour travailler ensemble et créer une vision ouverte vers un changement social. Mon critère,